Bienvenue à tous les passionnés de Britannia. Cette vidéo est la suite de la précédente. Elle fait partie de la troisième section du volet 2 de la saga. Le volet 1 a traité de la saga dans son ensemble sur le plan des généralités. Il correspond à la première vidéo de la playlist. Le volet 2 reprend tous les thèmes du premier volet en entrant le plus possible dans les détails. Ce deuxième volet est conséquent et nécessite plusieurs vidéos qualifiées de sections. La première section a traité de Albion avant César. La deuxième section a traité des 2 raids de César en Bretagne. Cette troisième section traite de Britannia de plus 43 à 410. La quatrième section traitera des âges sombres entre 410 et 590. La cinquième section traitera de la période anglo-saxonne entre 590 et 1066 qui verra la formation de l'Angleterre. Cette troisième section du volet 2 de la saga qui a débuté par l'avant-dernière vidéo nécessite plusieurs chapitres qui font chacun l'objet d'une vidéo spécifique. L'avant-dernière vidéo a traité des 89 ans de diplomatie entre les 2 raids de César et l'arrivée des légions en plus 43. La vidéo précédente a traité de l'arrivée des légions en plus 43 pour la conquête claudienne de l'île jusqu'à Agricola en plus 77. Cette vidéo proprement dite traite des actions de Agricola en Britannia, lesquelles inaugurent la période de son apogée jusqu'à la fin du IIe siècle. Enfin, la quatrième, suivante et dernière vidéo de cette troisième section du volet 2 de la saga traitera de la décadence de Britannia et de sa fin en plus 410. Le volet 3 de la saga traitera spécifiquement de la réalité mais aussi de la légende arthurienne, sans parler de la table ronde ni de la quête du Saint Graal qui ne sont pas le sujet. En ce qui concerne les volets 4, 5 et 6 qui servent d'appendice à la saga, ils traiteront successivement des légions qui ont participé à la conquête, de l'Empire des Gaules de Posthume et de la chronologie des rois britons. Avant d'entamer ce troisième chapitre de cette troisième section, il n'est pas sans intérêt de montrer comment la romanisation des territoires conquis a été finalement assez rapide. Pour cela, faisons une pause sur le cas de Cogidubnos. Cogidubnos ou Tiberius Claudius Cogidubnus ou Togidubnos ou Togidubnus a été le roi du peuple celte des Rhénienses, un peuple de l'île de Bretagne au 1er siècle après la conquête romaine de l'île en 43, comme le note Tacite dans la vie d'Agricola. Dans les faits, il peut très bien être à la fois le frère de Carathacos le Catuvélonien et un héritier de Verica l'Atrébat dont il pourrait être un parent par alliance, par exemple son gendre. Comme fils puiné du grand Cunobellinos et aîné de Carathacos, il a pu voyager en territoire atrébat du temps où celui-ci était divisé en 2 factions, celle légaliste d'Epilus, frère aîné de Verica, et celle rebelle dirigée par Aminios, le frère aîné de la fratrie Aminios, Togidubnus, Carathacos. Cette hypothèse est élégante à mes yeux. Qu'il ait tourné sa veste pour rejoindre le camp romain a finalement peu d'importance, car ce qui est sûr, c'est qu'il succède à Verica d'une manière ou d'une autre sur l'entité atrébat. Pendant sa gouvernance, il réunit les peuples atrébates, belges et régniers. Lui et ses descendants seront les plus romanisés de la région. Il adopte un mode de vie à la romaine comme le fera plus tard Childéric, le père de Clovis. Sa capitale, Chichester, se dote d'une infrastructure et d'un urbanisme à la romaine avec forum, amphithéâtre, bains et palais somptueux. Ce palais fut construit dans la banlieue de Chichester, à Fishbourne exactement, et lui servait de villa. Le royaume client de Cogidubnus a pu s'étendre de Noviomagus, Chichester, au sud, jusqu'à Caleva Atrebatum, Silchester au nord, et durer jusqu'aux années 80. Après cette date, le territoire fut complètement intégré à l'Empire romain. Au tournant des années 80, son royaume intégré à l'Empire devient la première province romaine de l'île de Bretagne. Le nom Cogidubnos est breton, mais son nom romain Tiberius Claudius Cogidubnus montre qu'il reçut la citoyenneté romaine de l'empereur Claude vraisemblablement dès 43 lors de l'invasion de la Bretagne. Cette fidélité à Rome peut être mise en rapport avec celle de Verica,
le roi des Atrébates, exilé à Rome après la conquête de son royaume en 40 par Caratacos. Le palais romain de Fishbourne est aujourd'hui un site archéologique britannique de la municipalité de Chichester, dans la région du Sussex de l'Ouest. C'est le plus grand bâtiment résidentiel romain connu en Grande-Bretagne. On situe sa construction vers l'an 75, soit environ 30 ans après la conquête romaine de la Grande-Bretagne. Ses nombreux sols en mosaïque d'une qualité remarquable en font un site exceptionnel. Une grande partie du palais a été fouillée et est aujourd'hui préservée. Un musée a été construit sur place. Le palais, de forme rectangulaire, était entouré de jardins à la française, dont les parties septentrionales ont été reconstituées. Il a connu d'importantes modifications au IIe et IIIe siècle, notamment lors de l'ajout de somptueuses mosaïques noires et blanches et d'œuvres colorées plus sophistiquées, telles que la mosaïque des dauphins de l'aile nord en parfait état de conservation. D'autres modifications étaient en cours lorsque le palais fut brûlé vers 270. Après cette date, le palais a été abandonné. L'action d'Agricola en Bretagne marque l'apogée de la puissance romaine sur l'île, car par la suite les Romains se replièrent derrière ce qui constituera plus tard le mur d'Adrien. Celui-ci sera construit en 122 et sera long de 95 km. Ce repli met donc un frein à l'invasion. En 83, Calgacos, une personnalité des Celtes de Calédonie, prend la tête d'une coalition et s'attaque aux Romains d'Agricola. Le nom de Calgacos dériverait de l'irlandais colg, calg, pointe, épée, et ce nom signifierait donc qui est doté d'une épée. Calgacos nous est connu par une mention de Tacite dans la vie d'Agricola. Selon Tacite, le chef Calgacos aurait prononcé un discours enflammé devant 30 000 guerriers britons rassemblés dans les monts Grampians, refusant la servitude et l'esclavage et les incitant à la résistance et à la guerre. Les Romains y sont qualifiés de pilleurs du monde, raptores sorbis. La flotte étant donc partie en avant pour répandre le ravage en plusieurs lieux et semer ainsi une grande et vague terreur, Agricola, avec son armée sans bagages, à laquelle il avait joint les plus vaillants des Britons, éprouvé par une longue paix, parvint au mont Gropius, que déjà couvraient les ennemis, car les Britons de Calédonie, nullement abattus par l'événement du dernier combat, n'attendaient plus que la vengeance ou l'esclavage, et sachant enfin que seul l'accord pouvait repousser le péril commun romain. Ils avaient, par des ambassades et des confédérations, rassemblé les forces de toutes leurs cités. Déjà l'on voyait réunis plus de 30 000 combattants, et chacun portait ses insignes. Ce fut alors un de leurs chefs, le plus distingué par sa valeur et par sa naissance, nommé Calgacus, qui parla, dit-on en ces termes, au milieu de la multitude assemblée et demandait le combat. Ils reçurent cette harangue avec transport et, selon la coutume des barbares, avec des chants, des frémissements et des clameurs discordantes. Déjà s'agitaient les bataillons et brillaient les armes des plus audacieux qui se précipitaient en avant. En même temps, leur armée se rangeait en bataille. Tacite, Vie d'Agricola, paragraphes 29 à 33. La bataille du mont Gropius dans les monts Grampians se termina par une défaite des Calédoniens. Malgré toutes ces victoires, les Romains ne s'implanteront jamais en Écosse. Le sort de Calgacos est inconnu. Voici ce que nous dit l'historien Tacite au sujet des Britons dans La vie d'Agricola. Quant aux premiers occupants de l'île, on ne peut savoir avec certitude, comme toujours dans le cas de peuples barbares, s'il s'agit d'autochtones ou s'ils sont venus d'ailleurs. Les Britons présentent plusieurs types physiques, ce qui permet d'étayer autant d'hypothèses. Par exemple, les cheveux roux des Calédoniens et leurs membres allongés attestent une origine germanique. Basanés et souvent crépus, les Silures, ils occupaient le pays de Galles et le Monmouthshire, dont le territoire est opposé à l'Espagne, donnent à penser qu'autrefois des Ibères ont traversé la mer et se sont fixés sur leurs terres. Ceux qui vivent le plus près de la Gaule ressemblent à ses habitants. Soit l'origine ethnique reste marquante, soit le climat a conditionné le type humain dans ces régions qui se font face.
En examinant la question dans ses grandes lignes, on peut malgré tout concevoir que les Gaulois ont occupé l'île du fait de sa proximité. On peut y retrouver les rites et les croyances religieuses propres à la Gaule, la langue n'est pas très différente, mais aussi téméraires que les Gaulois, les Britons aiment prendre des risques. Mais devant le danger, ils paniquent tout autant et fuient. Toutefois, on trouvera plus combatifs les Britons qu'une pacification de longue date, allusion à la conquête de la Bretagne méridionale par Claude en 43, n'a pas encore amadoué. Nous savons que les Gaulois eux aussi étaient de brillants guerriers. Par la suite, la paix les rendit nonchalants, car ils avaient perdu leur bravoure avec leur liberté. Il en va de même pour les Britons vaincus de longue date, alors que tous les autres sont encore comme les Gaulois d'autrefois. L'occupation romaine de l'île ne fut donc jamais complète, car elle ne s'étendait pas au nord du futur mur d'Adrien. La Bretagne ne comprenait ni ce qu'est aujourd'hui l'Écosse, Calédonia, refuge des Pictes, ni l'actuelle Irlande, Hibernia, refuge des Scots. La conquête des hautes terres de la Calédonie aurait exigé un effort militaire et financier disproportionné par rapport à l'intérêt de l'opération. On n'y trouvait pas de terres à cultiver, ni de vastes terrains d'élevage, seulement des tourbières et des marais. Rien qui pût justifier pour Rome une guerre longue et coûteuse, car les populations locales, les Calédoniens, étaient très hostiles aux Romains. Le nom Picte peut être formé à partir d'une épithète latine qui signifierait littéralement « homme peint ». Les Pictes, en effet, disparurent lors de la formation de l'Écosse médiévale vers le milieu du IXe siècle, probablement absorbés par les Scots. On ignore à peu près tout de l'origine des Pictes. Leurs ancêtres seraient venus du continent à la fin de la préhistoire, peut-être au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ. Leur première mention est due à l'orateur breton Eumenius en 297. Ce dernier les cite aux côtés des Hibernii, les Irlandais, comme ennemis des Bretons. En 310, une mention des bois et marécages des Calédoniens et d'autres Pictes est connue. Sa traduction exacte pose problème et autorise ou non à compter les Calédoniens parmi les Pictes. Par ailleurs, des noms celtiques de tribus qui peuplaient le nord de l'île de Bretagne durant la période romaine sont connus à travers la géographie de Claude Ptolémée au milieu du IIe siècle. Les Caeréni, les gens du mouton, les Lugii, les gens du corbeau, les Smertae, les enduits ou les pins, et les Decantae, les nobles. À proximité des Calédonies se trouvaient les Vacomagi et les Vénicones. Il faut ajouter enfin les Épidis sur la côte ouest et les Damnoni, les Neuvantae et les Selvogae établis plus au sud. Les Pictes sont probablement issus de regroupements et de divisions qui agitèrent ces tribus à la fin du IIIe siècle de l'ère chrétienne, bien que certains historiens aient proposé la date des campagnes flaviennes pour les distinguer, au plus tard l'année 97. Scot est le gentilé anglais habituellement attribué à un peuple originaire de l'est de l'Irlande qui commença à s'établir sur l'île de Bretagne entre les rivières Clyde et Solway au IIIe et IVe siècle de l'ère chrétienne. Ce nom est dérivé du vieil anglais Scotta, lui-même emprunté au latin Scotus, au pluriel Scotti. C'est sous ce terme que les Romains désignaient les habitants de la Calédonie. Son étymologie originelle est incertaine, mais peut-être celtique, quoique ne répondant pas à un nom tribal connu. Par la suite, le nom a aussi été attribué aux Gaëls, qui ont envahi l'Écosse après que les Romains se furent retirés des Lowlands en 423. La mention du peuple scot dans les sources romaines apparaît tardivement, autour de 367, avec Ammien Marcellin qui dit d'eux qu'ils erraient en de multiples directions et causaient de grands ravages avec d'autres peuples des îles britanniques, les Pictes et les Atacotes. Dans les premières descriptions de ces peuples, ils sont très mal différenciés. Une mention des Atacotes est faite avec saint Jérôme en 393, nommé Atticote, avant d'être assimilés aux Scots et aux Calédonies. Ils y sont seulement décrits comme un peuple aux mœurs barbares, qui pratique le cannibalisme et n'ont pas de femmes, mais quand le désir naît chez l'un d'eux, ils s'unissent comme du bétail. Jusque-là, l'origine de ces peuples reste floue. On ne sait même pas sur quelle terre ils vivent.
Au 5e siècle, on les retrouve finalement en Irlande et Orose parle en 431 d'un évêque envoyé par le pape Célestin auprès des Scots qui croient en Jésus-Christ. Cependant, le peuple scot reste confondu avec les Pictes, en tout cas jusqu'à Isidore de Séville au 7e siècle. La conquête romaine incomplète de l'île et la surveillance des peuples récemment soumis exigèrent le maintien de 3 légions et de troupes auxiliaires, soit entre 20 000 et 30 000 hommes. Avec la campagne d'Agricola, la Bretagne devint une province impériale, gouvernée depuis 3 pôles: Camulodunum, Colchester, Eburacum, York, et peut-être déjà Londinium, Londres, chacun par un légat qui devait être un ancien consul, en raison des grands effectifs à commander. Après Agricola, Britannia connut une période de calme jusqu'en 119, date où les Calédoniens du Nord recommencèrent à faire parler d'eux. Mais pour l'heure, les Romains s'emploient à la consolidation du territoire. Ainsi, au cours des 1er et 2e siècles, la province de Bretagne est organisée en différentes zones. La province proprement dite, répartie en zones militarisées suivant la ligne de front et la zone pacifiée dans l'arrière-pays, et des royaumes clients, progressivement incorporés à la province au cours de la seconde moitié du 1er siècle, cas des Catuvelloni, cas des Icénies, tandis que les royaumes clients Belgais, Régni, Atrébat, Trinovante, Cantassie et dans une moindre mesure Icénie et Catuvelloni ont pu garder une forme d'autonomie, le reste du territoire a dû se fondre dans un schéma impérial. Pourtant, ce sont les tribus bretonnes préexistantes qui formeront le tissu administratif de la province, comme dans les Gaules. L'organisation de la Bretagne romaine est donc un phénomène hybride, avec d'une part un schéma impérial imposé par Rome et d'autre part une composante de base proprement bretonne. À la suite des nouvelles conquêtes, de nouvelles cités romaines furent créées sur la base des tribus existantes, telles que les Atrébates, les Trinovantes, les Icènes, les Corytani, les Catuvelloni, les Ordivis, les Silures, les Demetae et les Brigantes. Parfois, un centre urbain était déjà existant et l'agglomération brito-romaine se fondait dessus. C'est le cas de Caleva, de Saint-Alban, de Camulodunum. Tandis que d'autres fois, un nouveau centre était fondé par déplacement de population. C'est le cas de Chichester, de Durovernum, de Corinium. On ignore où se trouvait réellement la capitale provinciale à cette époque. Certains auteurs penchent pour Londinium, sans doute fondé dans le courant du 1er siècle. D'autres avancent Camulodunum ou Eburacum. Voici une liste de différentes villes de la province de Bretagne, en nom latin. Camulodunum, Colchester, colonie militaire sur le territoire Trinovante et première capitale de la province en 43. Lindum, Lincoln, colonie militaire fondée sous les Flaviens. Glevum, Gloucester, colonie militaire fondée sous Nerva. Eburacum, York, colonie militaire fondée probablement sous Antonin le Pieux. Caesaromagus, Chelmsford, deuxième capitale des Trinovantes. Verulamium, Saint-Alban, unique municipalité de droit latin de Bretagne, capitale des Catuvelloni. Noviomagus Regnorum, Chichester, capitale des Regnenses. Caleva Atrebatum, Silchester, capitale des Atrébates. Vanta Belgarum, Winchester, capitale des Belges. Durovernum, Cantiacorum, Canterbury, capitale des Cantiaci. Durnovaria, Durogitum, Dorchester, capitale des Durotriges. Corinium, Dubonorum, Cirencester, capitale des Duboni. Ratae, Coriel, Taorum, Leicester. Deva, Chester, entouré d'une muraille de près de 3 km. Dubris, Douvres. Corspopitum, Corbridge, proche du mur d'Adrien. Vanta Silurum, Caerwet, et la colonie militaire d'Isca Silurum, Caerleon, chez les Silures. Mancunium ou Mamusium, Manchester. Aquae Siluris, Bath, qui conserve des vestiges de bains romains. L'important réseau de routes permet de couvrir alors tout le pays, tandis qu'une hiérarchie de fonctionnaires assurait l'administration et que l'armée faisait régner l'ordre.
Les liaisons avec le continent s'opéraient par Noria entre Dubris et Bologna, Douvres et Boulogne-sur-Mer. En ce qui concerne la corne ouest de l'île, entre la Cornouaille et Condé-Vendôme, Nantes, et Budigala, Bordeaux, l'activité et l'exportation minière restaient importantes. Mines de plomb, argentifères, d'or, de cuivre, d'étain et même de fer, ainsi que du charbon. Le latin servait de langue véhiculaire et a fortiori administrative pour les Romains et les populations celtiques locales estimées à 1 million d'habitants. Cependant, la romanisation ou latinisation des habitants de l'île, tous appelés bretonnes ou britons par les Romains, resta plutôt superficielle. Cette romanisation semble surtout avoir concerné le bassin de Londres, tandis que les vieux fonds celtiques et belges perdurèrent, du moins dans les campagnes et particulièrement au pays de Galles où les Romains s'implantèrent peu. Autrement dit, les Britons continuèrent à parler leur langue celtique, le brittonique, et peut-être germanique pour ce qui est des Belges, sauf pour les élites locales, généralement bilingues, pour qui la romanisation obtint un franc succès. Voici ce qu'écrit l'historien Tacite à la fin du 1er siècle. En fait, les populations locales et rurales ne furent pas assimilées par les occupants. La langue latine resta une langue étrangère, sans doute nécessaire pour les relations avec les Romains. La latinisation des villes fut plus importante, mais pas au point de faire changer de langue les habitants. La construction du mur d'Adrien. Entre 119 et 122, puis en 142, des soulèvements de brigands soutenus par les tribus insoumises de Calédonie se produisirent sur la frontière nord de la Bretagne, obligeant à un renforcement du limès, la fortification sur la frontière extérieure de l'Empire. C'est au cours du voyage que l'empereur Adrien effectua en Calédonie en 121-122 que la construction du mur d'Adrien commença pour se terminer en 128. Ce mur était entouré de fossés, jalonné de fortins, de casernes et de toute une infrastructure militaire qui fut efficace pendant plus de 3 siècles. Il s'agissait là, pour l'Empire, de soulager les forces armées de la pression des Pictes qui se faisait de plus en plus forte. Certains historiens parlent du mur davantage comme une ligne de démarcation que d'une ligne de fortification. En 142, l'empereur Antonin le Pieux fit construire un autre mur entre le Forth et la Clyde qui doublait au nord la fortification déjà édifiée par son père adoptif Adrien. Les Romains gardaient espoir de soumettre les Calédoniens au cours du IIe siècle et ils essayèrent de nouveau de s'avancer en territoire écossais. Ils arrivent à prendre position jusqu'à l'estuaire Firth ou Forth. Avec le mur d'Antonin, ils pensent avoir repoussé les limites de l'Empire. Mais, incapables de tenir leur position, ils furent contraints de se replier derrière le mur d'Adrien vers 162, sous le règne de Marc Aurèle. C'est la première fois que les Romains sont contraints d'abandonner des terres investies. Cependant, les Romains continuent de faire des raids en territoire écossais pour des raisons militaires, aux fins de diminuer les ressources des Calédoniens ou pour tenter une nouvelle invasion, comme par exemple celle de 209 que l'empereur Septime Sévère souhaitait. Sa campagne fut selon Don Cassius très difficile et destructrice, les indigènes ayant livré une véritable guerre asymétrique, une guérilla. Dès la toute fin du IIe siècle et tout au long du IIIe siècle, les troupes romaines de Bretagne sont engagées sur 2 fronts. D'une part, ils participent aux troubles politiques de l'Empire romain qui entame son déclin. D'autre part, ils doivent faire face à des attaques venues du nord par la mer, lesquelles n'ont toutefois pas la gravité des assauts germaniques que l'Empire subit sur le continent par le Rhin ou le Danube. Sans oublier les Calédoniens, qui sont toujours à l'affaire pour mener des incursions au-delà du mur d'Adrien.